sommes en août 2014, Israël est en pleine opération bordure protectrice sur la bande de Gaza, la Russie a décidé d'annexer la Crimée, le gouvernement Valls II vient d'accueillir un tout nouveau ministre de l'économie, un certain Emmanuel Macron, et moi, Renaud, 16 ans, je me prends une gifle en regardant le clip de Sultan et XO, que de la peufra. Et 10 ans plus tard, en octobre 2024, Israël est de retour à Gaza et décide même de s'offrir le Liban en plat de résistance. La Russie est de retour en Ukraine parce que pourquoi pas. Emmanuel Macron est président depuis 7 ans et moi, Renaud, 26 ans, pris de nostalgie, je décide de faire une vidéo sur Sultan. Bonjour à tous, je suis Renaud pour Arrête ta flûte et aujourd'hui on va parler d'un des rappeurs les plus importants de mon adolescence, Sultan. Peut-être ma toute première déception du rap qui m'a fait comprendre que dans ce game cruel, il valait mieux ne pas trop s'attacher aux petits nouveaux. Mais vous connaissez la chanson, pour bien raconter une histoire, on commence par son commencement, alors voilà. Sultan, a.k.a. Sultan Benjadid, né en 1987 à Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine 92 et grandit également dans les Hauts-de-Seine 92 dans la ville de Bagneux. Une ville tristement connue du grand public pour l'affaire Youssouf Fofana et le gang des barbares en 2006. Quelle histoire tragique là, il a mais plus joyeusement connu du public rap, par exemple pour des personnalités rap telles que Specta et son groupe Explicit Samouraï qui faisait partie du collectif Sayan Supakru. Donc Sultan grandit dans un environnement rapologique très fort. Il est le dernier d'une fratrie de 6 enfants d'origine comorienne. L'un de ses grands frères a arrêté les études pour le rap et à l'âge de 10 ans, il permet à Sultan de figurer sur son premier morceau de rap et il lui écrit son premier texte. C'est la première et la dernière fois que Sultan accepte qu'on écrive pour lui. Nous sommes en 1997. À partir de là, le rap ne va plus jamais lâcher Sultan et il continue d'écrire et d'écrire des textes et il fréquente très tôt des rappeurs et pour la petite anecdote, c'est même Diams qui lui aurait payé l'une de ses premières paires de baskets. Ainsi qu'à Diams et Mélanie, merci pour la paire de Nike que tu m'as offert étant petit. Sultan enchaîne les groupes, LSA, le système auditif avec Aladoum, Holster avec un certain Ibrahim, mais la connexion la plus importante de Sultan, alors que selon lui il ne s'agit même pas d'un groupe, c'est sa célèbre connexion avec Chroma, un autre rappeur du 92 qui est comme lui d'origine comorienne et qui vient de la ville rivale de Châtillon et qu'il va rencontrer au collège. Et au départ, il va un peu le prendre comme un rival, mais très vite, ils vont former un duo emblématique. Et c'est justement avec Chroma que Sultan va connaître son tout premier buzz en 2007 sur Skyblog. Et il s'agit d'une sorte de parodie, de reprise du célèbre Confession nocturne de Diams et Vita, qui parlait donc de l'infidélité des hommes envers les femmes. Et un petit peu comme un droit de réponse, ils décident de parler, eux, de l'infidélité des femmes pour montrer que ça peut aller dans les deux sens. Mais ferme ta gueule toi aussi. Ça fonctionne plutôt pas mal et donc Sultan très tôt a l'esprit débrouillard et il va très tôt s'inspirer de Alpha 520 et de son modèle de débrouillardise et d'ailleurs il va s'associer avec Alpha 520 pour que Alpha vende les premiers CD de Sultan aux puces de Clignancourt. En gros, il lui file ses CD, Alpha les vend 20 € et Alpha lui file 10 € sur les bénéfices d'un CD. Au passage, il fallait quand même être vachement déterminé pour acheter 20 € un CD d'un petit qui débute. Fallait vraiment aimer sa musique ou vraiment avoir envie de le soutenir. D'ailleurs, c'est Alpha, toujours lui, qui offre à Sultan et Chroma, toujours les deux ensemble, une de leurs premières apparitions sur la compilation Racaille 4 en 2008, sur le morceau Insurrection qui regroupe des rappeurs de toute l'Île-de-France, mais clairement pour moi ce sont eux qui sortent vraiment leur épingle du jeu sur ce morceau parce qu'ils sont déjà terribles ensemble et ils se font des passe-passe qui sont terriblement efficaces. Ça fait mal, c'est normal. Le code pénal. Mais la même année, en 2008, Sultan va malheureusement tomber et partir en prison, apparemment pour une affaire d'expédition punitive, et il va passer à Fleury-Mérogis 8 mois de sa vie, et cette épreuve va profondément le marquer, comme ça va se ressentir tout au fil de sa carrière dans sa musique. Donc après sa sortie de prison en 2009, Sultan sort une mixtape qui s'appelle La Sultendance, et que je trouve assez inégale en soi. Faut dire en même temps que sur cette mixtape, comme souvent dans les mixtapes, il y a des sons qui ont déjà plusieurs années au moment de la sortie. Donc je pense que Sultan en fait a toujours dit que au départ il se prenait même pas au sérieux dans la musique et qu'il faisait vraiment ça pour rigoler. Je pense néanmoins que sa peine de prison lui a fait une grosse prise de conscience, mais
ça se ressent pas encore entièrement dans cette mixtape. Quoi qu'il en soit, dans cette mixtape, à l'âge de seulement 22 ans, Sultan affirme qu'il a déjà perdu trop de temps et qu'il a une revanche à prendre. En effet, dès l'intro, il affirme un trait de caractère qui ne va jamais le quitter dans la musique, c'est d'être très arrogant et il se montre effectivement très revanchard. Ta mère, ouais, va niquer ta mère. Sultan revendique depuis toujours ses origines comoriennes. Ça se passe par le fait de clamer cette origine à longueur de texte. Ça peut se passer aussi par le fait d'utiliser des expressions typiquement comoriennes comme le mzé, qui signifie monsieur et qu'il a contribué à populariser. Et en même temps, à cette époque, Sultan a de beaux exemples de réussite des Comoriens dans le rap, puisque deux des gros vendeurs de CD, à une époque en plus en pleine crise du disque, deux des plus gros vendeurs de CD dans le rap sont Rof et Soprano, qui sont tous les deux d'origine comorienne. Sur cette mixtape, alors qu'il commence à peine à se faire connaître, il a un morceau qui s'appelle Future King du 9-2 et pas la peine de t'expliquer que dans le rap, c'est le genre de délire qui peut énerver pas mal de gens, et je pense que j'ai pas la peine de t'expliquer non plus qui à l'époque est le plus gros rappeur du 92, sans doute encore aujourd'hui, et qui s'est autoproclamé le duc de Boulogne. Il va sortir encore des nouvelles mixtapes en 2010 comme Taryuken ou Rap Impact 2. Il sort aussi des sons qui vont continuer à faire monter son buzz comme Ma Snapback, qui est une reprise de Tupac Back de Meek Mill et Rick Ross, dans laquelle il revendique son amour pour les casquettes. Alors c'est un truc qui était très à la mode au début des années 2010, mais on le sait, souvent le fait d'être à la pointe de la mode à un moment donné, c'est aussi ce qui fait que tu vas être rapidement démodé. En 2011, Sultan sort la mixtape Ils sont pas prêts, et là clairement on peut constater qu'on a monté d'un level selon moi. Il faut dire que en 2011, Sultan a une année très active, il apparaît sur la mixtape Capitale du Crime 3 de La Fouine, et d'ailleurs il va signer sur son label Banlieue Sale. Il va obtenir le fait de faire la première partie des concerts de La Fouine grâce à son talent pour faire le show en concert. Ils savent pas comment j'arrive, ils savent pas comment. Il va également figurer sur la célèbre compilation de Bouscapé, la Bouscatape, qui est censée représenter un peu la relève du rap français avec d'autres rappeurs de l'époque comme Fababy, comme Sofiane, comme Sadek, etc., etc. Donc il appartient vraiment à ce moment-là à ce qu'on va appeler la relève du rap français. Donc dans cette mixtape, comme à son habitude, Sultan est très arrogant et toujours en pétard contre le rap français, et il compte bien le faire savoir, mais cette fois, il a davantage de quoi être pris au sérieux parce qu'il est signé chez une des grosses pointures de l'époque, La Fouine, et en plus, rapologiquement, il a vraiment pris du niveau. Après avoir donc bien préparé le terrain, Sultan sort enfin en 2012 son premier album, Jour Meilleur. Dès l'intro, Sultan annonce la couleur de son projet avec une punchline bien marquante. Comme une lettre au président, je sais pas par où commencer. Ensuite, on a Sois fier de ce que t'es, qui est vraiment emblématique du rap de l'époque, avec un rap plein de bons sentiments, à tel point que parfois ça peut être un peu relou. Ça vient de ce que t'es. Sultan montre aussi avec ce genre de son sa volonté de faire du commercial, mais paradoxalement, ce n'est pas ce genre de son qui vont être les plus gros succès de l'album, parce que le plus gros succès de l'album, c'est 4 étoiles avec Rof. Donc c'est un son qui rend hommage aux Comores. 4 étoiles, ça fait référence au drapeau comorien, mais il y a une association qui est faite avec le Brésil, et donc le clip est tourné au Brésil, c'est ensoleillé, ça fait son été, mais en même temps, ça rappe sec sur 3 couplets, avec Rof qui a le dernier couplet, et Rof a fait, comme à son habitude, a fait un pur refrain. Le monde sera à toi quand t'auras compris ma tête. C'est un son aujourd'hui qui a plus de 10 ans et qui peut faire un peu dater, mais pour moi, ça reste une tuerie et ça reste un son que j'écoute toujours avec le même plaisir. Ensuite, on a Mec à Meuf qui est pour le coup le total grand écart musical. On sent vraiment que là, Sultan, il en a rien à foutre. Il veut clairement faire du commercial et viser le public de la Starac et des fêtes de village. Carrément, il a mis des clap-clap sur le refrain en plus de la guitare. Je suis un mec à meuf. Parce que je suis un mec à meuf. Donc voilà quoi, c'est un son que j'ai pas mal daubé à l'époque, mais en même temps, forcé de constater qu'en l'écoutant pour faire la vidéo, je l'avais vraiment en tête pendant toute la journée, donc ça montre que quand même, quand il veut faire du commercial, il est efficace. Après, on revient sur des délires qui me parlent beaucoup plus avec le mzé, et là c'est encore un son qui rend hommage aux Comores, avec pas 1, pas 2, pas 3, mais bien 5 MC d'origine comorienne. Il y a toujours le fidèle Chroma qui l'accompagne, mais surtout, on a les 3 psychiatres de la rime, donc Soprano,
Soprano, Alonso et Vincenzo. Et pour moi, la phase la plus marquante de ce son, c'est pas Sultan qui l'a dit, c'est Soprano. N'as-tu pas remarqué que le game était gouverné par des Comoriens? Et c'est particulièrement vrai à l'époque, malheureusement ça le sera beaucoup moins par la suite, notamment à partir de la chute de Rof associée à la chute de Sultan. Bon là maintenant avec tous les gros blasts de rappeurs que je te cite depuis tout à l'heure et qui sont associés fortement à Sultan, je pense que tu m'as vu venir parce que en 2012 éclate le plus gros clash de l'histoire du rap français à ce jour, c'est bien sûr le clash de Booba contre Rof et La Fouine. Bon on n'est pas là pour épiloguer sur ce clash, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais on va faire un résumé rapide. Donc le 11 septembre 2012, Rof sort le son Wesh Zoulette où il attaque ouvertement Booba sur 3 couplets et dans lequel il cite également Sultan comme l'un de ses alliés. Je lance des carrières, Sultan. En novembre 2012, La Fouine sort le son Panam Boss avec une flopée de featuring et une flopée de rappeurs qui apparaissent dans le clip. Et là, pour le coup, même s'il n'attaque pas nommément Booba, je pense que tout le monde l'a cramé. Et cette fois-ci, il y a carrément Sultan parmi les featuring qui vient même clôturer le morceau. À quoi bon sert nous clasher? Je suis aussi sale que la scène. Moi quand j'envoie des pics, ça me fait rentrer de l'assassin. Donc je l'ai dit, on va pas se concentrer sur le clash dans sa globalité, mais on va s'intéresser à un épisode, une sorte de bataille dans le clash, et c'est le clash de Sultan contre Ben H. Mais pour bien expliquer le clash de Sultan contre Ben H, il faut revenir un petit peu dans le passé. En 2011, pour la promotion de la fameuse Booska Tape, des rappeurs de la Booska Tape sont invités à Skyrock, et Sofiane fait le forcing pour venir le même soir que Fababy, tout ça pour clasher Fababy en face à face et le traiter de balance. Et même si la vidéo a été censurée de tous les médias rap à l'époque, la rumeur circule sur Paris et sur le monde du rap et fait beaucoup de mal à Fababy. Et c'est pour ça que, en début d'année 2014, quelques années après, un groupe du 9-2 complètement inconnu au bataillon, SDHS, Soldats des Hauts-de-Seine, dans lequel il y a Ben H, va attaquer Sultan et Fababy en les traitant tous les deux de balance dans un son en featuring avec Booba. Cassez-vous de là, bande de poucave, Sultan, Fababy. Alors là les amis, voici venue l'heure de l'instant conspi. Instant conspi, donc Booba a signé Ben H en 2014, donc on est encore dans la période des clashs et comme par hasard, il a signé Ben H et au même moment, Ben H sort un morceau avec son groupe dans lequel il attaque Sultan. Sultan qui vient de Bagneux, Ben H vient de Boulogne, qui est la ville de Booba mais qui est aussi une ville rivale de Bagneux dans le rap. Et comme par hasard, dans le morceau en featuring avec Booba, Ben H attaque violemment Sultan. Je pense que pour Booba, c'était inacceptable à cette époque que Sultan, un MC très prometteur du 9-2, peut-être le futur prince du 9-2, soit un mec qui était fortement associé à Rof et à La Fouine, ses deux plus grands ennemis. C'est pour ça qu'à mon avis, Booba a signé Ben H sur son label 9-2i, non pas tellement pour avoir un artiste prometteur, mais plus pour avoir un soldat du 9-2 localisé proche de Sultan, pour attaquer Sultan. C'est exactement le scénar de la saison 1 de Validé. Sultan répond donc aux attaques infamantes de Ben H avec une interview sur Buzz de Fou qui est tout simplement le média fouteur de merde dans le rap à l'époque. Bon alors la réponse de Sultan est un petit peu insultante, quoique je trouve qu'elle reste assez mesurée. C'est vrai qu'il a quelques propos insultants envers Ben H et son groupe, mais bon, en même temps, hein, c'est lui le premier offensé. Moi ces petits là je les connais pas. Je sais pas c'est qui ces petits trous du là, tu vois. Le plus intéressant dans cette vidéo, c'est que d'après lui, des grands de chez lui seraient allés à Boulogne pour voir Ben H et son groupe pour les dissuader de sortir le morceau. Enfin, en tout cas pour les dissuader de mettre les paroles contre Sultan dans le morceau. Et apparemment, d'après lui, le groupe était prêt à retirer les propos insultants envers Sultan. Sauf que, apparemment toujours, Booba leur aurait dit que dans ces conditions-là, il ne figurerait pas sur le morceau. Donc, bien entendu, ça ne reste que des rumeurs, donc à prendre avec des pincettes. Mais moi, en ce qui me concerne, j'y crois assez parce que je ne vois pas quel autre intérêt aurait eu Booba à s'associer à ce groupe tout pourrave si ce n'est d'attaquer Sultan, parce que entre parenthèses le son a fait un flop même avec Booba en featuring et il a même été très vite retiré tout simplement parce qu'il y avait des propos très polémiques sur Mohamed Merah. Mais bon, Sultan a d'autres chats à fouetter pour l'année 2014 parce que l'année 2014 c'est l'année qui marque la sortie du projet Team BS. Il est vrai j'ai trop d'adversaires. Donc c'est un projet ambitieux qui regroupe La Fouine, Fababy, Sultan et la chanteuse Cindy. Et c'est un projet qui mélange la pop et le rap en gros et qui a été beaucoup snobé par les fans de rap à l'époque.
moi le premier, mais en l'écoutant 10 ans après, je dois dire qu'il est quand même agréable à écouter et intéressant parce qu'il mélange un peu beaucoup de genres musicaux. Il mélange de la pop, de la chanson française, évidemment du rap, de la funk. Et un truc que j'apprécie beaucoup avec Sultan, contrairement à Fababy, c'est qu'il a toujours assumé complètement sa participation à ce projet. Je trouve que Sultan a toujours été cohérent. Il a toujours dit qu'il refusait pas de faire du commercial parce que ça lui rapportait de l'argent et que c'était quand même son objectif. Et en même temps, même musicalement, il dit que ça lui a apporté et je le crois sincère. C'est-à-dire là, c'est une autre marche encore. Ça veut dire, je vais en studio, il y a des musiciens. Je me dis, je peux être encore surpris de la musique là, à ce moment-là, pour de vrai. Mais par contre, artistiquement, c'est le meilleur projet de toute ma vie. En plus de ça, même si c'est commercial, Sultan rappe comme il en a l'habitude dans ce projet. Il ne travestit pas ses textes, même si on peut pas en dire autant de son apparence vestimentaire. En plus, ça se voit que t'as pas envie d'être là-dedans, il te force à porter des mini-jupes. Si, tu portes des mini-jupes dans le clip. Si. Mais le public de base de Sultan qui le boude un peu sur ce genre de délire, il a encore envie de l'entendre sur des gros sons rap et Sultan va leur apporter ça en août 2014 avec le fameux morceau Que de la peu fera avec XO. Tu vas comprendre que le rap c'est haram, alors après mon 12 m'en vais pour faire le dos. Et là, je dois dire que Sultan fait fort parce que il prend la vague de la trappe pile au bon moment en 2014, avant que tout le monde ne se rue dessus. En 2014, on a déjà Caris et Gradure qui ont fait péter la trappe en France. Il le fait très bien et en plus, il a la bonne idée d'inviter XO, qui est un petit qui était déjà sur On n'est pas tout seul de Gradure et qui est en plein dans ce créneau-là. Pour l'histoire du son, Sultan a voulu faire de la trappe pour montrer que c'était facile pour lui d'en faire et que globalement, c'était un genre de musique assez facile, mais il n'aimait pas vraiment la trappe à cette époque et il n'a pas voulu continuer d'en faire après. Et ça, je le trouve vraiment regrettable parce que, comme je le dis, Sultan sur de la trappe, ça rend vraiment bien et à ce jour, Que de la peu fera, ça reste un de ses plus gros succès. En plus, il a son gimmick. Condamné à régner, bande d'enf***. Et je sais même pas à l'époque, mais c'est censé être le titre de son prochain album. Et à mon avis, comme il a vraiment le vent en poupe à cette époque, entre Team BS qui lui apporte un plus large public et des sons comme Que de la peu fera qui confirment son succès dans le rap, et ben c'est vraiment le moment où il devrait envoyer son album Condamné à régner, fin d'année 2014 ou début d'année 2015. Sauf que Sultan va faire exactement le contraire. Et plutôt que d'envoyer au moment où on l'attend le plus, il va traîner à sortir son projet. Tout ça pour le sortir en fin d'année 2016 quand plus personne ne l'attendait. Et pour moi, c'est pas le clash avec Ben H qui l'a empêché de sortir ce projet parce que oui, il y a eu un rebondissement dans le clash avec Ben H, c'est allé plus loin que le rap, ça a fini dans la rue. Malheureusement, en novembre 2015, Ben H et plusieurs personnes font un guet-apens à Sultan à la sortie d'une boîte et essayent de le mettre dans le coffre d'une voiture. Ils ont essayé de me sauter, ils m'ont dit rentre dans le coffre. Bon, cela dit, fin 2015, c'est quand même presque 2 ans après le début de ce clash et Sultan avait largement le temps, pendant ces 2 ans, de sortir son album. Je pense que Sultan a été globalement dégoûté du milieu du rap par plusieurs événements, entre autres celui-là, et que c'est pour ça qu'il s'en est de plus en plus éloigné et qu'il a tardé comme ça à sortir son album. Je pense que, évidemment, le guet-apens que Ben H lui a tendu, ça l'a encore plus éloigné du milieu du rap, et à partir de là, il ne pensait plus qu'à une seule chose, c'était à prendre sa revanche sur Ben H, mais je pense pas que ce soit ça, en gros, qui est vraiment directement nuit à la carrière de Sultan. Apparemment, d'après les dires de Sultan, il a bien fini par prendre sa revanche sur Ben H, même si il dit ne pas souhaiter rentrer dans les détails, parce qu'il n'a pas envie de médiatiser ça, et si c'est vrai, c'est tout à son honneur. Au passage, pour terminer sur Ben H, des années plus tard, sa carrière a périclité, il n'a jamais vraiment percé, et en plus, il a quitté le 9-2i en 2020 en mauvais termes avec Booba, tout ça pour embrasser le christianisme après et se mettre à faire du rap chrétien. Comme quoi, son petit forfait avec Booba ne lui aura pas vraiment été profitable à lui. Et pour revenir à Sultan, je pense que s'il avait sorti son album courant 2015, eh bien il aurait encore trouvé un public rap à son écoute, même si 2015, oui, c'est la grande année du bouleversement sur le rap français. Comme l'ont déjà dit tous les youtubeurs rap qui font des vidéos hyper originales sur l'année 2015, alors qu'en 2015, ces gros mythomanes, ils s'ambiançaient sur ça. En 2015, il n'y a pas eu non plus de bombe nucléaire sur le game. Il y avait encore de la place pour les Wati bizarreries et tous les trucs comme ça. Et il y avait encore de la place pour Sultan,
dans le rap en 2015. Par contre, en 2016, effectivement, la vague est passée, le rap a changé. Le football, il a changé. Et clairement, plus personne n'attend un album de Sultan. Depuis son premier album en 2012, il y a eu 4 ans. Et même si on a tendance à dire que oui, à l'époque, on mettait plus de temps, on prenait plus son temps, n'empêche, tu regardes les carrières de grosses têtes comme Rof ou Booba, et ben même dans les années 2000, en moyenne, ils mettaient 2 ans entre chaque album. Ils mettaient pas 4 ans. Donc, j'ai quand même écouté cet album Condamné à régner, et je trouve ça dommage parce que à l'écoute, je trouve que c'est quand même un bon album, mais encore une fois, ça aurait été un super album de rap en 2014. En direct dans la violence avec Bossoulou-toi, le nouveau gimmick de Sultan qui signifie en gros est Sultan en comorien. Donc là, on est toujours dans une prod triomphale avec des trompettes, mais qui est peut-être déjà un peu datée à cette époque. Quoi qu'il en soit, le gimmick de Sultan Bossoulou-toi est très efficace et ça rentre dans la tête, ça marche bien. Ensuite, on a Perdu d'avance. Tu t'es tant vanté de les collectionner que c'est perdu d'avance. Encore un son que j'aurais pas forcément écouté mais qui m'est bien resté dans la tête en préparant cette vidéo, comme quoi Sultan arrive toujours à tirer son épingle du jeu sur ce genre de sons commerciaux. Et ce qui est notable, c'est que s'il arrive plus à faire des gros chiffres maintenant sur des morceaux rap, parce que en gros il a son noyau dur de base, mais le public rap dans sa globalité le boude un petit peu. Chaque fois qu'il fait des morceaux comme ça, un peu plus chantants, il arrive toujours à trouver son public et il fait quelques millions de vues sur YouTube. Peut-être que le public pour ce genre de son est moins sectaire que le public rap, allez savoir. Ensuite, on a Je viens d'en bas, et là vraiment je me dis quel gâchis à l'écoute de ce son, parce que j'aime vraiment le son. Et je pense que ça aurait vraiment été une tuerie en 2014, ce morceau. Grosse instru, ça rappe pour de vrai, le clip est tourné aux Comores. Bref, je pense vraiment que c'est un morceau qui aurait pu fonctionner. Je viens d'en bas. Je viens d'en bas, là où principe et valeur ne se vendent pas. On a une outro plus introspective où Sultan, encore une fois, signe et persiste dans le fait de faire du commercial. Il le revendique même. Naturellement, je suis commercial, c'est mon instinct de survie. Faire plaisir à la T6, c'est rester dans un taudis. Et pour finir, il détourne son fameux slogan Condamné à régner, qui du coup est un petit peu dépassé pour cet album. Et il le détourne en le rendant plus général, en l'appliquant à tout le monde. Tous condamnés à régner. Et est-ce qu'il faut pas y voir une sorte de mea culpa par rapport à son arrogance? Sultan met un petit peu un coup de frein sur sa carrière dans le rap, même s'il continue à sortir des sons de manière régulière. Il va se passer des choses dans sa vie, il va se marier, il va également déménager à Marseille, au soleil. Marseille, la principale ville comorienne de France, une ville où il y a beaucoup de Comoriens, ce qui va l'amener à faire pas mal de collaborations avec des rappeurs de Marseille. Le plus gros succès qu'il va connaître à cette époque, 6 millions de vues sur YouTube, c'est Jusqu'à ce qu'elle m'aime, toujours dans un délire de rappeur lover un petit peu toxique, et il n'y a pas de chanteuse cette fois-ci, il est tout seul au refrain, il chante, et je dois dire que dans le délire, c'est vraiment pas déconnant par rapport à ce qui se fait dans le même style à l'époque. Je ferai du sale jusqu'à ce qu'elle m'aime, jusqu'à ce qu'elle m'aime. Quoi qu'il en soit, le succès de cette musique, selon ses propres dires, va le pousser à se remettre un peu plus sérieusement dans la musique et à sortir un nouveau projet qui va sortir en 2020 et qui s'appelle Eternal Challenger Partie 1, un titre qui résume bien sa carrière dans le rap. Toujours et malgré le déclin, il est arrogant et il affirme: Y'a que des gros suceurs qui partent tous, qui s'accoupent, je suis plus fort que la plupart des rappeurs que t'écoutes. Et là, je peux pas lui donner entièrement tort là-dessus parce que si on parle de technique pure, c'est clair qu'il est largement au-dessus de pas mal de rappeurs qui ont la cote aujourd'hui, et je pense pas qu'il parle des SCH ou des Nino qui sont forts techniquement, mais je pense que si je vous parle des rappeurs actuels qui cartonnent, je pense que vous avez 2 ou 3 noms juste comme ça d'instinct qui sont nettement moins forts techniquement que Sultan, parce que Sultan il est un petit peu comme Rof, c'est un mec qui est d'une école classique où clairement être bon techniquement, être bon sur scène, etc. c'est pas une option, c'est le truc essentiel et indispensable pour pas te faire grailler par les autres. Donc Sultan il me fait beaucoup penser à Rof, encore une fois sur ce point-là, c'est qu'il est fort techniquement. Régulièrement, il va rapper sur de la drill, il va rapper sur de la trap et il va découper pour bien montrer aux gens qu'il est capable de le faire. Mais en même temps, au jour d'aujourd'hui, ça suffit pas d'être juste bon. Et je dirais même que dans bien des cas, c'est pas indispensable. Ce qui compte pour le public, c'est que tu sois
soient identifiables et malheureusement les gens ne les attendent plus trop quoi. Je vais pas trop éplucher le projet mais globalement il ira beaucoup sur de la trappe et là je me dis vraiment quel gâchis, c'est juste dommage qu'il soit pas resté sur la vague en 2014 en fait. Tout ça pour finalement des années plus tard mais un peu trop tard accepter de faire comme tout le monde et de faire de la trappe. Après ce projet, Sultan a sorti une série de 3 EP courts, Mizaru, Kikazaru et Iwazaru, les 3 singes de la sagesse asiatique, vous savez, ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre, et donc j'aime bien le concept, j'aime bien aussi le fait de faire des formats plus courts, ça permet de mieux savourer la musique quand elle arrive, et globalement le format de ces albums c'est un peu toujours le même, on a 2-3 morceaux pour commencer l'album en entrée où ça rappe sec, on a 2-3 morceaux en plat de résistance qui vont être plus chantés, plus légers, et pour conclure le morceau en général, en conclusion, on a un morceau plus introspectif où Sultan va un petit peu plus rapper le ventre ouvert. Pour finir, en 2024, Sultan a sorti son dernier projet en date, Kick-Off 1, qui est vraiment très court, qui fait moins d'un quart d'heure et qui comprend 4 titres. Et cette fois, il va être dans un délire beaucoup plus classique sur les instrus, vraiment sur du boom bap. Et franchement, je trouve que ça fait plaisir d'entendre Sultan sur des prods comme ça. Kick-Off 1, ça laisse présager qu'il pourrait y en avoir d'autres, même si Sultan parle souvent d'arrêter sa carrière dans le rap. J'avoue que moi qui viens juste de rattacher les wagons un peu tardivement, j'espère le voir sortir de nouveaux projets dans l'avenir. Et pourquoi pas encore sur de la boom bap. En fait, le truc pour conclure sur Sultan, c'est que comme je disais, c'est un MC affûté qui sait rapper sur tout et qui l'a prouvé à de multiples reprises. Mais peut-être que finalement, sa plus grande qualité est devenue son plus grand défaut parce que à force d'être polyvalent et tout-terrain et d'aller sur tous les terrains, peut-être qu'il n'a pas assez marqué son identité et qu'il est devenu transparent. Je sais que c'est assez dur dit comme ça, mais ça me rappelle beaucoup la critique qui a beaucoup été faite à AMK sur la dernière saison de Nouvelle École, c'est qu'on n'arrive pas à savoir sa personnalité. Et j'avoue que je comprenais pas trop cette critique envers AMK. AMK c'était clairement mon chouchou de cette saison, mais maintenant je la comprends un petit peu mieux et tout ce que j'espère c'est que AMK, qui est aussi un rappeur tout-terrain, ne va pas connaître le même sort que Sultan et qui va vraiment arriver à affirmer son identité et à marquer le paysage du rap. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur AMK, parce que j'avoue que ça me démange aussi en ce moment. Pour conclure sur les clashs, je pense pas que ce soit vraiment les clashs qui ont tué la carrière de Sultan, et même lui te dit la même chose. Ce qui l'a tué, ce sont ses choix artistiques. Je crois quand même que les embrouilles, ça a eu un effet négatif sur sa carrière indirectement en le dégoûtant du monde du rap. C'est quelque chose qui transparaît beaucoup de lui dans sa musique et dans ses interviews, ça, c'est qu'il est dégoûté du monde du rap et des rappeurs en général. Et il me fait penser vraiment au personnage d'Attic, a.k.a. Apache dans la série Validé. C'est-à-dire c'est le petit MC qui arrive, qui a la dalle, mais qui est un peu naïf, un peu trop gentil, parce qu'en même temps, il a ce fort esprit de compétition, mais qui se limite au niveau musical, qui va le pousser à s'attaquer à des gros rappeurs. Mais lui, il n'imagine pas que cette compétition puisse aller au-delà du délire musical. Il est plus dans un délire à l'ancienne, fair play et sportif. Sauf que ce qu'il ne se rendait pas compte, c'est que c'était un milieu vraiment très vicieux, avec des gens très vicieux qui n'allaient pas hésiter à faire feu de tout bois pour éteindre sa carrière. Bref, l'essentiel pour moi est de le voir en bonne forme en interview. C'est un peu comme YL la semaine dernière. Ces rappeurs qui m'ont fait kiffer il y a quelques années. Ce qui me fait le plus plaisir quand je les regarde aujourd'hui, c'est pas qu'ils soient célèbres ou quoi, c'est de voir qu'ils ont l'air en forme et qu'ils se débrouillent en indépendant. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de Sultan et de sa carrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur mon analyse de sa chute? Est-ce que pour vous c'est ça qui l'a empêché d'aller plus loin dans le rap? Dites-moi aussi de quoi vous avez envie de me voir parler dans les prochaines vidéos. Est-ce qu'il y a pour vous des rappeurs comme ça, selon vous, qui n'ont pas eu tout ce qu'ils méritaient dans le rap? J'avoue que c'est vraiment ce genre de rappeur qui m'intéresse le plus, parce que je trouve ça même plus intéressant que de parler des rappeurs qui ont encore du succès, déjà parce que tout le monde le fait déjà, et en plus parce que ça amène à faire un vrai travail de recherche et à chaque fois de découvrir des choses sur ces rappeurs. C'était Renaud pour Arrête ta flûte. Si t'as kiffé, abonne-toi pour ne rien louper, lâche un pouce bleu pour la force et on se retrouve très vite pour une prochaine. See you later.